Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. On va plus loin ce soir avec deux grands débats et l'entretien bien sûr. D'abord cette question, peut-on débattre de tout sur le climat ? Peut-on s'interroger sans tabou sur le réchauffement climatique? Le débat semble confisqué. Qu'en est-il réellement? On en parle avec de nombreux invités, dont Philippe Verdier, auteur du livre Climat Investigation. Turquie, Europe, tension maximale sur le défi des réfugiés. L'Union européenne demande des comptes à Ankara. Erdogan veut des compensations en échange. On s'arrêtera ce soir sur la situation du pays ébranlé, vous le savez, après l'attentat sanglant il y a quelques jours. L'écrivain turc Nedim Gürsel sera en notre compagnie. Enfin, l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invité, c'est l'anthropologue des religions et spécialiste de l'islam, Malek Chebel, tout à l'heure. Voilà pour le programme. Merci donc d'être en notre compagnie ce soir. Et tout de suite, les repères de l'actu avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. L'Union européenne fait pression sur la Turquie, réunie à Bruxelles aujourd'hui. Les dirigeants européens souhaitent coordonner les efforts en matière de crise migratoire. Lors du sommet, François Hollande a pris la parole. Il souhaite des règles claires avec la Turquie concernant l'accueil des réfugiés. Écoutez le président de la République. Ce pays-là doit non seulement garder les réfugiés qui sont dans la population ou dans les camps, et il est nécessaire de l'y aider, mais doit également éviter qu'il y ait des trafics qui puissent apporter des drames et des tragédies supplémentaires. Mise à pied, sans solde, des 5 salariés d'Air France poursuivis pour violence. Ils ont reçu aujourd'hui une lettre déclenchant la procédure disciplinaire. Les 5 hommes risquent aussi une sanction pénale. Leur jugement est attendu le 2 décembre. Au Sénat, le Premier ministre est revenu sur ce dossier, condamnant une nouvelle fois ces violences. Manuel Valls a profité des questions d'actualité pour livrer sa définition du dialogue social, seul capable de redresser la compagnie. Manuel Valls qui répondait au sénateur communiste de Paris, Pierre Laurent. Le dialogue doit se poursuivre car nous avons besoin d'une grande compagnie aérienne portant fièrement le pavillon français. C'est ça le dialogue social. Monsieur le sénateur, le dialogue social, le dialogue tout simplement dans la société, c'est de ne jamais refuser de serrer la main. C'est de ne jamais refuser le dialogue. C'est de ne jamais avancer ensemble. La société, plus que jamais, a besoin de dialogue et de responsabilité. Et monsieur Pierre Laurent, ceux qui refusent le dialogue et ceux qui refusent notamment le dialogue social sont aujourd'hui en train de préparer la mise en œuvre des discours de ceux qui ne veulent plus de dialogue social, de ceux qui ne veulent plus de syndicats. Alors la responsabilité, monsieur Laurent, elle nous appartient à tous. Le dialogue pour avancer ensemble. J'ajoute que selon la direction d'Air France, le plan de restructuration de la compagnie aérienne peut encore être évité. Les consultations ont repris avec le syndicat de pilotes. Le gouvernement ouvre la porte à une éventuelle réforme de la gestion du RSA. Marie-Lise Lebranchu l'a dit aujourd'hui à Troyes, à l'occasion du Congrès des départements de France, tout en annonçant des mesures d'urgence. Le financement du RSA inquiète en effet les élus, mais ces derniers n'ont pas été convaincus des arguments avancés par la ministre de la Décentralisation. Écoutez Dominique Bussereau, il préside l'Assemblée des départements de France. Elle a été très imprécise, elle n'a pas donné de chiffres, elle n'a pas indiqué le nombre de départements. Sur le plan budgétaire, elle a renvoyé ça au projet de loi de finances rectificative qui vient à l'Assemblée en novembre, en général au Sénat au mois de décembre. Et puis le calendrier de travail est un peu flou. Donc voilà, les départements sont dans l'attente, ils sont en situation difficile. Ils auraient aimé de la part du gouvernement une position plus claire, plus franche, pas sur le principe, mais sur la réalité. On a compris qu'il y avait une écoute, mais on n'a pas toujours ressenti, en particulier ceux de nos collègues qui découvrent le contenu de ces négociations, pas toujours compris où les choses allaient précisément. Dominique Bussereau au micro d'Oriane Mancini. Il est vrai que le RSA met en difficulté certains territoires. Dans le Nord, par exemple, là-bas, l'allocation a plongé dans le rouge les finances départementales. Du coup, la décision a été prise de conditionner le versement de l'allocation aux efforts d'insertion. Cécile Sixou a rencontré Olivier, un allocataire. Regardez son reportage. Olivier est allocataire du RSA depuis 2008. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec sa référente. Aujourd'hui, vous avez redémarré, vous avez remis le pied à l'étrier par rapport au parcours professionnel. Il faut continuer. Il a fait une immersion en entreprise, sans résultat. Sa référente, elle, est impuissante. Hormis l'écoute, hormis le côté rassurant,
redynamisation, à part ces choses-là, je ne pourrais pas lui apporter d'autres choses concrètes liées à la recherche d'emploi. Suivi socialement, Olivier déplore le manque d'accompagnement dans l'emploi. Si je n'étais pas passé par le rebond, les structures psychologiques, santé, les structures culturelles ou autres, ça ne m'aurait pas permis de me reconstruire et me construire. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas aller vers l'insertion professionnelle. Mais je trouve qu'il y a un moment donné où il manque quelque chose pour permettre un développement de compétences, une valorisation des compétences. Redéployer les crédits de l'insertion sociale vers l'insertion professionnelle, c'est l'idée de Jean-René Le Serre qui souhaite remettre les allocataires au travail. Ces subventions seraient également totalement indispensables pour pouvoir mener des politiques plus volontaristes de mise à l'emploi des allocataires du RSA qui sont proches de l'emploi. Si j'arrivais à remettre à l'emploi un tiers des allocataires du RSA, j'économiserai en même temps 200 millions d'euros. Économiser, dès le 1er janvier prochain, les allocataires comme Olivier devront signer une charte d'insertion. En cas de manquement, ils pourraient ne plus toucher le RSA. Autre information, Patrick Balkany, mis en examen pour fraude fiscale. Le député maire de Levallois-Perret est inquiété dans l'enquête sur son patrimoine. Dans ce dossier, l'élu est déjà mis en examen pour corruption passive et blanchiment de fraude fiscale. L'avocat de Patrick Balkany dénonce ce soir, je le cite, un acharnement démesuré confinant à la mise à mort. Dans l'actualité sénatoriale, cet échange vif entre Christiane Taubira, la garde des Sceaux, et le sénateur de Haute-Savoie, Cyril Pellevat. Ce dernier interpellait la ministre de la Justice sur la colère des forces de l'ordre qui manifestaient hier. Écoutez. Ils sont venus, vous les avez vus, vous les avez entendus. Madame la ministre, comprenez-les et réagissez. À l'appel de tous les syndicats de police, tous les personnels de cette institution, des agents administratifs aux commissaires, étaient réunis hier devant votre ministère pour vous exprimer leur désarroi face à la politique pénale que vous avez mise en place. La circonstance qui a déclenché l'expression de ce mécontentement est triste. Elle inspire de la gravité, mais manifestement, vous avez quelques difficultés à prendre de la hauteur. Pour ma part, je me sens tenue par la situation du policier qui aujourd'hui encore lutte pour la vie. Nous choisissons de ne pas nous défausser et de voir ce qu'il convient d'améliorer. C'est ainsi que nous avons déjà expertisé la loi de 2004, oui de 2004, lorsque vous étiez au pouvoir. Nous avons déjà entrepris la révision pour l'amélioration des circuits d'information des juges d'application des peines pour qu'ils soient totalement informés lorsqu'ils doivent prendre une décision. Fin de ces premiers repères de l'actu. Tout de suite, le premier débat. À quelques semaines de la COP21, peut-on encore tout dire sur le climat ? Oui, merci Paul. Peut-on tout dire aujourd'hui sur le climat ? À l'approche du grand sommet, la COP21, qui va se tenir dans quelques semaines à Paris, on pose cette question ce soir. Peut-on débattre de tout, y compris du réchauffement climatique ? Et puis d'une manière générale, y a-t-il une forme de consensus mou sur ce sujet qui bride toute discussion ? C'est ce qu'on va voir ce soir avec nos invités. Philippe Verdier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes journaliste spécialiste en météo et auteur d'un livre au centre de beaucoup d'attention, Climat, investigation chez Ring Édition. Avec nous également ce soir, Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, porte-parole du Parti de gauche. Vous militez aussi pour un vrai et grand projet écologique. Pierre Rada nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert des questions énergétiques et écologiques, président de l'association 4D qui contribue, je le précise, à faire davantage connaître tous les enjeux du développement durable. Michel Hervois, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes éditorialiste à Ouest France et vous publiez un magnifique hors-série intitulé « Climat, il est temps d'agir ». Le voici, on aura l'occasion tout à l'heure de feuilleter et de voir des images et des photographies très intéressantes et frappantes également. Alors, madame, messieurs, c'est la question. Peut-on tout dire aujourd'hui sur le climat ? Philippe Verdier, le moins qu'on puisse dire, c'est que votre livre, il suscite le débat et crée parfois la polémique. La question est simple. Est-ce qu'on peut débattre de tout sur ce sujet aujourd'hui ? C'est ce que j'ai essayé de faire à travers cette enquête Climat Investigation, de lever un certain nombre de tabous, un certain nombre de verrous pour sortir du discours unique qui est porté par les Nations Unies et par les protagonistes de la future conférence qui aura lieu à Paris, la COP21. Le résultat, il est que depuis 20 ans, il y a ces conférences annuelles que dans le livre, j'assimile à des sortes d'assemblées de copropriété. C'est pas à travers ces conférences qu'il s'est passé quelque chose de flagrant. La seule chose qui se soit passée, c'est un protocole à Kyoto qui n'a pas été totalement respecté, qui a même été dénoncé par certains pays. Le résultat est qu'il y a eu plus d'émissions de gaz à effet de serre durant ce protocole de Kyoto, en dehors de certains pays d'Europe. Mais globalement, ça n'a pas apporté de solution
importante. Là, il y a un bruit énorme qui est fait autour du climat. C'est une très très bonne chose qu'on en parle. Ce que je dénonce à travers cette enquête, à travers tous ces résultats, c'est qu'on en parlait très très peu il y a 1 an ou 2 du climat. Il est fort probable qu'on en parle beaucoup moins, et ça c'est très dommage, d'ici quelques mois, voire l'année prochaine. Il y a vraiment une assimilation du climat, on en fait grand bruit parce qu'il y a un rendez-vous politique. Le changement climatique n'est pas foncièrement plus important qu'il y a 1 an ou que l'année prochaine. Il continue. Pierre Hadane, vous êtes d'accord avec le constat de Philippe Verdier? Non. Pourquoi? Non, parce que, mélangeons pas deux choses. Le début de votre question, c'est la réalité du phénomène physique du changement climatique. C'est un sujet, il faut qu'on en discute. Puis vous avez un deuxième sujet derrière, c'est qu'il faut que l'ensemble des pays de la planète changent leur mode de développement. Et ça, bien évidemment, c'est relativement difficile. Alors, si des pays comme l'Union européenne a réduit ses émissions, et en 2020, par rapport à 1990, on aura quand même réduit nos émissions de plus de 20%, c'est quand même pas mal. On va revenir sur le sujet de fond très important. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Philippe Verdier? Écoutez, la question du changement climatique a quand même été scientifiquement extrêmement établie. Alors, probablement qu'il faut clarifier un point, et souvent le débat médiatique ne permet pas de le faire. Ce n'est pas un débat pour ou contre l'existence du changement climatique. Cette question-là n'a pas de sens. La science du climat est quand même une science jeune. Donc elle a inévitablement énormément de progrès à faire. Et surtout, ce que je voudrais pointer vis-à-vis de vous, c'est que la controverse a toujours été dans l'histoire le moteur des sciences. Si vous n'avez pas de controverse, vous êtes dans le dogme. Vous êtes franchement, mais non, on n'est pas dans le dogme. Est-ce qu'il y a un vrai débat? Est-ce qu'il y a pas bien un sûr qu'il y a consensus mou aujourd'hui sur ce sujet? Mais bien sûr, mais écoutez, chaque fois qu'il y a des scientifiques qui disent sur le climat, tenez, il y a tel et tel phénomène qu'on explique mal, derrière, on fait des recherches. Et donc, de rapport scientifique en rapport scientifique, on progresse. Donc, je dirais, encore une fois, la critique est nécessaire à l'avancée des sciences. Alors, d'où ma question de Daniel Simoneau. Je vais être plus précise, puisque vous me dites que la critique est nécessaire. Est-ce qu'il y a une forme, non pas de rejet, mais il est vrai qu'on invite moins sur les plateaux ce qu'on appelle les climato-sceptiques, ou en tous les cas, ceux et celles qui veulent débattre du sujet? Oui, mais peut-être parce que tout simplement, maintenant, c'est démontré. Les scientifiques ont quand même démontré le réchauffement climatique. Donc, vous pouvez faire un débat. Il n'y a plus rien à dire. Vous pouvez faire un débat. Non, il y a énormément de choses à dire. Mais vous pouvez faire un débat, par exemple, sur les dangers du tabac. Si quelqu'un sort un livre pour dire que le tabac, c'est super et c'est bon pour la santé, bon, je ne suis pas sûre qu'il fera tous les plateaux télé parce que, bon, quand même, on se dirait à quoi cela sert. Enfin, je remarque que vous faites ce débat-là, néanmoins, sur le climat, grâce à cette controverse. Mais je pense qu'il y a plein d'autres controverses fort pertinentes, sans aller jusqu'à ces travaux qui me semblent complètement lunaires. Par contre, il y a un réchauffement climatique qui est démontré et autour duquel, je trouve au contraire qu'on ne parle pas assez. Parce que certes, il y a la COP21, donc on se met à en parler, mais pas suffisamment. Mais surtout, on voit bien que les vraies questions des causes qui amènent à ce réchauffement climatique ne sont pas suffisamment traitées. On est sur un texte de négociation en ce moment sur la COP21. Vous vous rendez compte que dans ce texte, on ne parle pas des énergies fossiles. C'est comme si vous faisiez une conférence internationale sur la cirrhose et que le mot alcool n'était pas dedans. Donc là, on voit bien toute l'hypocrisie des États et aussi des lobbying. On va insister sur ces points. Mais pardonnez-moi, pourquoi vous dites des travaux lunaires, Philippe Verdier? Pourquoi? C'est vous qui avez employé le mot, Daniel Simoneau. Pourquoi travaux lunaires? Mais parce que remettre en cause le réchauffement climatique et son impact, remettre en cause son impact néfaste sur notre écosystème et la capacité même de notre humanité à rester vivante dans cet écosystème, oui, excusez-moi, je ne partage pas du tout ces analyses-là. Dans votre travail, à un moment donné, vous estimez que, par exemple, il faut mieux se préoccuper de la question de la démographie que de la question du mode de développement. C'est pas moi qui le dis, madame, c'est le GIEC. Et je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Le GIEC, dans ses rapports, attribue l'origine du réchauffement climatique à l'homme. Je cite le GIEC dans tous ses rapports, il dit... Pas la démographie, relisez les rapports du GIEC et écoutez-moi 2 secondes. Il donne 2 raisons au rôle de l'homme dans le réchauffement climatique. 1, les émissions de gaz à effet de serre. 2, l'explosion démographique. C'est dans tous les rapports du GIEC. Ça ne sera pas évoqué à la conférence de Paris parce que c'est tabou. On ne va pas dire à l'Inde ou au Nigeria, vous faites exploser les compteurs, ça va contribuer au réchauffement, on ne peut pas continuer comme ça. C'est tabou.
Sauf que vous savez c'est pas moi qui dis, finalement c'est le que GIEC. même avec une réduction démographique, si on prenait vos travaux, C'est pas mes travaux, c'est le GIEC, vos madame. analyses et vos conclusions, Je il y aurait rapporte sans des doute rapports, je ne fais aucun travaux. un certain ralentissement, mais que le vrai problème, c'est le mode de développement dans lequel nous sommes. C'est le mode de développement capitaliste, productiviste, qui surexploite nos ressources naturelles, surexploite les énergies fossiles, sont dans une logique complètement folle d'émissions de gaz à effet de serre qui nous mettent en danger. C'est une partie du problème. Mais pas l'essentiel pour vous, pas la forcément totalité. l'essentiel, il y a Ouais. beaucoup, c'est vraiment hétérogène. Michel Leroy, le climat, c'est l'un des sujets qui revient le plus souvent dans les discours, aujourd'hui notamment des responsables politiques à l'approche de la COP21. Le climat est partout, mais est-ce, et c'est ma question, un sujet de débat, de confrontation, et donc c'est l'essentiel d'émulation? Il me semble qu'il y a moins de confrontations aujourd'hui qu'il y en a eu il y a quelques années, c'est-à-dire que les doutes sur la réalité scientifique des perturbations climatiques liées au réchauffement sont à peu près levés, mais il y a encore des interrogations. Je regardais les réseaux sociaux avant votre émission, la seule annonce de l'émission suscite des interrogations. Effectivement, on a beaucoup de réactions. Il y en a beaucoup. Donc il n'est pas répondu à tout. Ce qui est formidable dans ce genre d'initiative, la COP21, c'est que ça crée un événement qui est l'occasion d'efforts d'explication, d'efforts de pédagogie, d'efforts de mobilisation, parce qu'on voit bien qu'il y a des freins. Et les freins, ils sont de toute nature. Je veux dire, il y a une tendance naturelle chez l'homme à se dire « ça va s'arranger ». Ça a été plus chaud autrefois, ou il faisait froid ce matin, enfin je veux dire un peu n'importe quoi. Mais il y a une volonté de se rassurer et de se dire que la planète n'est pas en péril. Donc on trouve plein d'arguments. Et il y a des difficultés objectives. On est sur du long terme, il faut agir tout de suite. C'est pas facile, ça. Ça coûte tout de suite, ça rapporte pas tout de suite. C'est pas visible de ma fenêtre, sauf si j'habite à Pékin ou à Shanghai, mais c'est visible par satellite. Donc, il y a entre mon environnement proche et la survie de la planète, il y a un chemin pédagogique qu'il faut parcourir et qui est sans arrêt à reparcourir. Et tout un ensemble d'obstacles de cette nature-là qu'on va retrouver aussi quand il y a des difficultés économiques, la crainte que ça coûte va devenir un argument d'un grand discours d'explication, de pédagogie. Pierre Alain, est-ce qu'il y a ce discours aujourd'hui porté, disons, ou par un responsable politique, le chef de l'État, ou par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une personnalité aujourd'hui dont les propos seraient relativement indiscutables d'un niveau scientifique et qui a cette portée, ce leadership sur cette question? Non, mais des scientifiques, des gens qui s'expriment sur le sujet, des gens comme Al Gore ou des responsables... Elle n'est pas français, hein, moi je parle. Non, mais vous avez plein de gens. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est plus une difficulté des formats médiatiques. C'est-à-dire que cette affaire-là et le recul... C'est pas un peu facile, ça, de refaire toujours la faute sur les mêmes? Mais non, c'est pas un problème de même. C'est un problème de durée, c'est un problème de temps. Vous avez aujourd'hui, dans la société française et notamment dans les médias, pour revenir sur eux, un recul quand même de l'éducation scientifique. Et si vous voulez, il y a là une vraie difficulté. Entre le jour le plus froid de l'hiver et le jour le plus chaud de l'été, vous avez 60 degrés d'écart. Et on nous explique en même temps que 1 degré, 2 degrés de changement climatique, c'est quelque chose d'essentiel. Bon, il faut quand même rappeler aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, que ce qui nous sépare de l'ère glaciaire, ça n'est que 6 degrés. Et l'ère glaciaire, c'est 1 kilomètre de glace sur les îles britanniques. Vous êtes ici à Paris au milieu d'une toundra, en compagnie de mammouths laineux, et l'océan est 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, la planète est quand même légèrement retapissée. Donc, on a une vraie difficulté psychologique à comprendre la variabilité quotidienne, saisonnière du temps, et en même temps que c'est très très sensible à des variations. Vous avez raison de nous rappeler tout cela. Si on laisse filer, on encourt dans la vie d'un enfant qui est déjà né un changement climatique équivalent en ampleur à la sortie de l'ère glaciaire. Ça vous donne la mesure de l'ampleur du sujet. Vous avez beaucoup de réactions, Daniel Simoni, je vous fais réagir, dont certains qui nous disent, mais est-ce que les rapports du GIEC sont la Bible sur le sujet? Est-ce qu'on peut quand même les discuter? Est-ce qu'on peut poser les questions et s'inspirer des travaux de Philippe Verdier? Mais il faut discuter de tout, bien évidemment. Mais il y a déjà, les travaux du GIEC, ce sont déjà des confrontations entre des centaines et des centaines de chercheurs. Donc c'est déjà une synthèse entre
voilà, toutes les recherches qui sont produites par des disciplines, mais pas du tout, par des disciplines très différentes. Par contre, chaque virgule fait l'objet d'un consensus dans ces rapports. Vous êtes Qui d'accord commande avec ces ça? rapports? Par qui sont payés? On peut poser la question. Alors justement, Vous ne pouvez pas dire c'est verrouillé et en même temps dire c'est débattu. C'est débattu avec les scientifiques. Qui édite ces rapports? Qui les contrôle? Ce sont les gouvernements. Non, c'est pas vrai. Les chercheurs du GIEC... Vous n'avez jamais assisté à aucune réunion du GIEC, ça se voit. Les chercheurs du GIEC, les chercheurs du GIEC, pour faire leur synthèse des travaux de recherche à l'instant T, eh bien, ils ne sont pas rémunérés pour ce faire. Hein. Donc déjà, première chose, vous dites une erreur à ce sujet. Et ensuite, il faut savoir que on a plus de 2000 scientifiques qui sont formés aux spécialités climatologie, météorologistes, économistes. Donc on est vraiment sur l'état des recherches à un instant T, sur une période. Donc évidemment qu'il faut débattre de tout. Mais moi, je suis pour les esprits éclairés. Je suis pour les esprits éclairés. Voilà. D'accord. Enfin, il y a quand même des glaciers qui fondent, il y a le niveau de la mer qui monte. On constate. Philippe Verdier est totalement d'accord. Bien sûr, mais il y a des erreurs aussi. Regardez ce que les rapports du GIEC ont prévu pour la France. En termes de régime de pluie, en termes d'enneigement en montagne, ce qu'on disait il y a 10 ans, ça fait quand même 20 ans que ces rapports existent. Il y a eu des choses qui ne se sont pas vérifiées, même pour cette décennie dans laquelle nous sommes. Il y a eu des erreurs. Il y a à un moment donné, le GIEC peut aussi dire « j'ai pas été très très bon là-dessus ». On le fait en météo, ça manque d'une humilité totale. Le GIEC est d'une prétention totale à l'égard de scientifiques qui ont des rapports différents, qui contrôlent les choses. Vous m'avez l'air très doué en humilité, vous, on dirait. Oh non, écoutez, mais au-delà... Comment dire que le rapport du GIEC serait finalement un tissu de choses à remettre en cause? C'est pas ce que je dis. D'accord. Il peut y avoir des erreurs, on peut l'admettre aussi, non? Ah oui, mais qu'il puisse y avoir à un moment donné des zones d'incertitude, qu'il y ait des zones d'incertitude dans les travaux à l'heure actuelle sur le réchauffement climatique, oui. Mais par contre, il y a une certitude, c'est que nous sommes engagés terriblement dans ce réchauffement climatique. Pourquoi il y a autant de crispation autour de ce sujet? Pourquoi il y a autant de crispation? Reconnaissez que c'est quand même difficile d'en débattre. Hein. Non, c'est pas difficile du tout d'en débattre. Non, si vous voulez, vous avez des phénomènes de long terme qui sont clairs et qui sont prédictibles. En même temps, alors je ne parlerai pas de mot incertitude, vous avez des éléments de variabilité. Par exemple, d'une manière générale, on pense que la zone méditerranéenne va devenir plus sèche. Regardez, avec le réchauffement de la surface de la Méditerranée, les départements du sud de la France n'ont jamais eu autant de paquets d'eau que ce qu'ils reçoivent en ce moment. Donc, si vous voulez, et là, vous le savez, c'est votre métier. C'est ce que vous dites. Vous savez, il y a 5 ans, on disait que ça deviendrait plus sec dans ces régions. Mais, si vous voulez, encore une fois, vous pouvez... Non, mais attendez, vous pouvez avoir... Et vous le savez bien, c'est votre métier. Vous pouvez avoir des phénomènes météorologiques exceptionnels, importants, avec des fréquences du type de ce qu'on a en ce moment, et en même temps un phénomène sur le long terme, avec des évolutions sur... Vous voyez, soyons clairs et soyons sérieux. Vous avez aujourd'hui une ligne de feu de Dakar à Islamabad. Tous les pays sont déstabilisés sur la zone. Ce n'est pas uniquement des causes politiques, ce n'est pas uniquement des causes religieuses, c'est l'effondrement des agricultures de l'ensemble de cette zone-là. Et vous voyez que vous avez là des phénomènes de l'actualité qu'il faut prendre, qu'il faut écouter avec humilité. Qu'on retrouve d'ailleurs dans le, pardonnez-moi, dans le hors-série que vous avez publié, Michel Hervoy. Mais moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait une approximation, c'est-à-dire que le GIEC ne prévoit pas exactement ce qui va se passer, c'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est la tendance, c'est l'enclenchement des phénomènes, et c'est de pouvoir se dire, eh bien, faisons en tout cas comme si ça allait arriver, même si la catastrophe de la Côte d'Azur n'est pas liée au réchauffement. On est incapable de le dire. On est sur du court terme. Statistiquement. Mais en tout cas, ça fait partie des risques qui peuvent nous tomber dessus. Eh bien, organisons-nous, que ce soit le réchauffement ou que ce ne soit pas le réchauffement, pour vivre au mieux, pour mieux respirer, pour mieux... la parole et au moins ça. un moment en guise de conclusion, chacun et chacune, pour que vous me disiez qu'est-ce que vous attendez précisément de ce moment important, de cette COP 21, Philippe Verdier. Dans le livre, j'explique que c'est une conférence de trop au bout de 20 ans, que ces conférences n'ont abouti à rien. Il y a d'autres solutions en reconnaissant qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il y a des leviers d'action.
On le sait très bien, les gouvernements n'ont pas d'argent. Quand j'entends François Hollande qui est prêt à quasiment doubler la contribution de la France pour le fonds vert, je pense que ça intéresse les contribuables parce qu'on a du mal à réunir l'argent d'autres pays. La France, dit-il, doit se montrer exemplaire. Ça coûte de l'argent et ça va coûter chaque année de l'argent aux contribuables. Est-ce que ce sont vraiment des priorités environnementales quand on sait qu'on n'est pas du tout prêt à affronter un séisme ou un tsunami en Méditerranée? La Cour des comptes le dénonce, j'en parle dans le livre. Moi, ce que j'attends de la COP 21, c'est pas grand-chose. Il y a des solutions qui sont autres au niveau des villes, des entreprises, à condition qu'elles ne fassent pas de greenwashing, et les individus. Ceux-là qui sont les meilleurs leviers, pas la COP. Même question, Daniel Simonet. Écoutez, j'ai vraiment le sentiment qu'au niveau de la COP 21, on a des gouvernements qui sont tellement de mèches avec des grosses entreprises qui sont responsables de ce développement qui nous met en danger, qui sont d'ailleurs, comme Bolloré par exemple, les sponsors de l'événement, alors que Bolloré est responsable dans la surexploitation de l'huile de palme. Donc hélas, je pense qu'il n'y a rien à en attendre parce qu'ils ne vont pas se mettre, ils ne vont pas s'engager. Attendez, ils ne vont pas s'engager sur des objectifs chiffrés, contraignants. Or, il faudrait par exemple concrètement avoir un engagement pour laisser 80% des énergies carbonées sous terre. Pas de procès d'intention. Pierre Radane. Moi, je vais être de l'avis contraire. Il y a 150 pays qui ont rendu leur copie sur 195 pays de la planète, qui disent on veut aller vers un nouveau mode de développement. Il n'y a aucun contrôle pour que ce soit le cas. Mais non, c'est pas un problème de contrôle. C'est pas un problème de contrôle. Est-ce que dans l'histoire, vous, journalistes, vous avez connaissance d'un moment où l'ensemble des pays de la planète disent on veut aller tous dans le même sens vers un nouveau mode de développement? Ça n'est jamais arrivé. C'est la première. C'est une bonne impression, ça ne rime à rien. Merci beaucoup. Ça ne rime à rien. Je vais montrer de nouveau ce magnifique hors-série, voilà, à découvrir, Ouest France. Merci à vous. Qui sort mardi et qui sera y compris dans les gares parisiennes. Exactement. Restez avec nous. On va plus loin la suite. On va parler bien d'un sujet qui est lié. C'est la fiscalité sur le diesel, les conséquences de l'annonce du gouvernement. On en parle. C'est l'édito ce soir. En annonçant un rééquilibrage entre la taxation du diesel et celle de l'essence, eh bien le gouvernement a pris une décision qui aura bien sûr de nombreuses conséquences et implications. On en parle avec vous, Jean-Luc Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors la taxe sur le diesel va donc augmenter de 1 centime au 1er janvier. Celle sur l'essence va baisser d'autant. Quelles conséquences d'abord, Jean-Luc, sur le parc auto ? Alors, il y aura des conséquences sur le parc auto, et il y en a déjà. Aujourd'hui, l'écart de fiscalisation entre le diesel et l'essence est de l'ordre de 16 centimes. Si vous ajoutez à ce que vous venez d'annoncer les annonces qui avaient été faites auparavant sur la fiscalité du diesel et de l'essence, l'écart va se réduire de plus de 4 centimes. Et à ce rythme-là, en 2020, il n'y aura plus d'écart entre l'essence et le diesel sur le plan fiscal. Donc le mouvement s'accélère, de dieselisation s'accélère pour plusieurs raisons. D'abord, le scandale Volkswagen vraiment a précipité les événements. On apprend aujourd'hui qu'il y a 8 500 000 automobiles Volkswagen qui vont être rappelées pour cause de vérification. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Ensuite, il y a, vous venez d'en dire quelques mots à l'instant, le sommet sur le climat. Il faut bien que la France montre qu'elle fait quelque chose, qu'elle fait partie des 150 pays que vous avez signalés juste à l'instant. Et puis, il y a des raisons politiques intérieures. Aujourd'hui, le mouvement écologique est en train de se fractionner de partout. Il n'a pas eu l'écotaxe, il n'aura pas la tête de Fessenheim, on lui offre la peau du diesel pour essayer d'en récupérer quelques morceaux. Donc le mouvement s'accélère, il a déjà commencé et surtout il y a une propagande, d'autres diront que c'est une communication contre le diesel et ses méfaits qui sont évidemment incontestables et aussi le fait qu'il y a des actions de politique urbaine qui visent à chasser le diesel, les voitures diesel du centre-ville, Paris va s'y mettre et les gens s'interrogent de plus en plus en se disant comment, à quel prix je pourrais revendre d'occasion ma voiture diesel et donc ça freine les achats de diesel et depuis l'été dernier, les particuliers français ont acheté moins de diesel qu'ils n'ont acheté de voitures à essence. Donc il y a un mouvement qui s'opère et qui me semble absolument inéluctable. Alors vous avez parlé de l'évolution du parc, effectivement ça va évoluer, il y aura quand même des conséquences. Le tiers de la production de Peugeot et de Renault, c'est du diesel. 10 000 salariés travaillent directement sur le diesel, donc ça aura des conséquences. Et ensuite sur la pollution, d'ores et déjà, il y a 20 millions quand même de diesel qui circulent en France. Donc le fait qu'on va baisser les achats actuels de voitures diesel avant que ça élimine les 20 millions, il va se passer beaucoup d'eau. Pour conclure, Jean-Louis, de manière générale, est-ce que le recours à ce type d'arme fiscale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fiscalité verte, a une efficacité quelconque? Alors, en France, la fiscalité du verte, c'est rien du tout. Il y a 25 milliards d'euros à pratiquement sur cette... Donc on ne peut pas véritablement apprécier l'impact d'une fiscalité. Mais l'idée, c'est je
taxe ce qui sent mauvais, je taxe le mal pour essayer de détaxer le bien ou d'autres opérations. Par exemple, là, on va s'en servir pour abaisser les impôts des personnes les plus modestes. Donc, mais comment faire? Aujourd'hui, je prends un exemple qui ne fait pas partie véritablement de la fiscalité verte, mais qui est la fiscalité sur le tabac. La hausse du tabac a été bien plus forte que la baisse de la consommation. Autrement dit, pour que la fiscalité verte soit véritablement efficace, il faut véritablement matraquer fiscalement les produits dont on veut augmenter les impôts pour avoir une conséquence concrète. Merci beaucoup Jean-Luc Gombaud pour votre analyse. Il est 22h30 passé. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. C'est votre émission. On va plus loin en direct bien sûr. Et c'est l'heure du rappel des titres avec Paul Bouffard. Il y a urgence pour les départements et surtout pour leurs finances. Aujourd'hui, au cœur du 85e congrès des départements de France, cette interrogation, les collectivités locales peuvent-elles survivre dans ce contexte de baisse des dotations? Une baisse qui met en péril le versement des allocations sociales. On fait le point avec Nathalie Guilloire. Elle était très attendue par tous les présidents des conseils départementaux. Avec la crise économique et la baisse des dotations, les départements sont en pleine asphyxie budgétaire. Financer le RSA, le revenu de solidarité active, devient pour certains territoires un véritable casse-tête. Marie-Lise Lebranchu n'est pas venue les mains vides. La ministre a annoncé des mesures d'urgence capables de maintenir hors de l'eau les budgets départementaux. L'État réfléchit également à une renationalisation du RSA. Des annonces qui déçoivent le président de l'Association des départements de France. Elle a été très imprécise, elle n'a pas donné de chiffres, elle n'a pas indiqué le nombre de départements. Sur le plan budgétaire, elle a renvoyé ça au projet de loi de finances rectificative. Et puis le calendrier de travail est un peu flou. Donc voilà, les départements sont dans l'attente, ils sont en situation difficile. Ils auraient aimé de la part du gouvernement une position plus claire, plus franche. Cette année déjà, une dizaine de départements ne seront pas en mesure de boucler leur budget en raison du coût grandissant des allocations sociales. Une réflexion va être menée entre le gouvernement et les responsables des départements au mois de mars. De nouvelles mesures y seront attendues. Autre information ce soir, Jean-Yves Le Drian à la présidence de la Bretagne, c'est une erreur. Et c'est Gérard Larcher qui le dit. Selon le président du Sénat, dans ce contexte où beaucoup de forces armées sont engagées, le ministre de la Défense doit rester à son poste. Je le cite, quand tu dois choisir entre ta commune et la France, choisis toujours la France. Fin de citation. Et puis Patrick Balkany, mis en examen pour fraude fiscale. Le député maire de Levallois-Perret est inquiété dans l'enquête sur son patrimoine, notamment des villas à Saint-Martin et à Marrakech. Son avocat dénonce un acharnement démesuré, confinant à une mise à mort. C'était sa promesse en 2008 et il y renonce. Barack Obama revient sur son ambition de désengager les troupes américaines d'Afghanistan avant son départ de la Maison-Blanche. Il confirme aujourd'hui le maintien de 10 000 soldats sur le sol afghan en 2016. Le président américain reconnaît que les forces locales ne sont pas prêtes à assumer la sécurité du pays. Rappelons que les opérations se sont achevées officiellement fin 2014. Écoutez Barack Obama. Bien que la mission de combat américaine soit terminée en Afghanistan, notre engagement auprès de l'Afghanistan et de sa population demeure. En tant que chef militaire, je ne permettrai pas que l'Afghanistan devienne un repère pour terroristes et que notre pays soit à nouveau attaqué. On va plus loin maintenant avec le second débat. Avec vos invités, Sonia, vous revenez sur la situation politique en Turquie, quelques jours après l'attentat d'Ankara. Oui, et la colère ne cesse de monter en Turquie quelques jours après le terrible attentat qui a frappé Ankara. L'onde de choc au sein de la société est toujours aussi forte. La pression s'accentue également autour du président Erdogan et de son double jeu et trouble pendant plusieurs mois, notamment vis-à-vis des terroristes de Daesh. On va en parler. Et la Turquie est aussi dans le viseur de l'Union européenne ce soir. Dans la crise des réfugiés et des migrants, la pression est maximum. Le pays fait face à des défis énormes. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Cécile Sixou. Chaque jour, le flux ne tarit pas. Des milliers de Syriens empruntent les routes de Turquie pour rejoindre l'Europe. Ce pays limitrophe du conflit est devenu une porte d'entrée. Les dirigeants des 28 veulent en limiter l'accès. À Bruxelles aujourd'hui, ils ont appelé la Turquie à surveiller ses frontières et prendre soin des réfugiés. Il faut voir comment on peut aider de manière concrète aussi les pays qui sont confrontés aujourd'hui à un afflux massif. C'est dans l'intérêt de tous, de eux mais aussi de nous. En échange, les 28 proposent une aide financière.
On parle d'1 milliard d'euros. Ils se disent également prêts à discuter d'une libéralisation des visas pour les ressortissants turcs, même si le sujet suscite des réticences. Il ne faudrait pas qu'au prétexte de vouloir que la Turquie nous aide à retenir des réfugiés qui sont dans son pays, il y ait un mouvement de libéralisation dans n'importe quelles conditions. Missionnée par l'Europe, Angela Merkel se rendra dimanche à Istanbul pour convaincre le président Erdogan. Et nos invités ce soir, Nedim Gürsel, bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes écrivain turc, enseignant et directeur de recherche au CNRS. Nous accompagne également ce soir Dorothée Schmidt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du programme Turquie, Moyen-Orient à l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Avec nous également Jean Bizet, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Les Républicains de la Manche, président de la Commission des affaires européennes au Sénat. Et Sylvain Kahn, bienvenue et bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé à Sciences Po, historien et géographe, spécialiste de l'Union européenne. Madame, messieurs, d'abord, quelques jours après ce terrible drame, attentat avec près de 100 morts, Nedim Gürsel, c'est une situation très compliquée, confuse en Turquie. Comment vous la qualifiez, cette situation, ce climat en ce moment? Écoutez, on peut dire que la Turquie traverse une crise politique et sécuritaire très grave. Il y a 2 jours, Le Monde a même dit que la Turquie était au bout du gouffre. Oui. Et tout cela m'inquiète beaucoup, me préoccupe. D'abord un mot sur cet attentat qui a été très meurtrier. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la République de Turquie. Et je suis par exemple très surpris que le ministre de l'Intérieur n'ait pas encore démissionné dans un pays démocratique normal. Et l'enquête avance, mais je pense que le vrai problème de la Turquie, dans ce contexte de crise, ce n'est pas le terrorisme. Apparemment, c'est peut-être le terrorisme, mais pour moi, c'est la démocratie. Je constate que la Turquie s'éloigne de plus en plus de la démocratie, des valeurs européennes, démocratiques. Il y aura des élections législatives le 1er novembre. Elles sont maintenues. Et nous avons un président en Turquie, en la personne de M. Erdogan, qui s'accroche au pouvoir, qui est prêt à tout pour y rester. Et un des problèmes majeurs de la Turquie, c'est aussi le président Erdogan. Voilà le fond de ma pensée. Jean Bizet, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, on parlait de ce pays presque comme un modèle, avec des taux de croissance qui feraient pâlir beaucoup de pays. Une société assez ouverte quand même. Que s'est-il passé en quelques années pour que ce pays se retrouve aujourd'hui au bord du gouffre? Je pense que, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, ce pays a tout doucement laissé filer son objectif qui était de rejoindre l'Union européenne, laisser filer, je dirais, les valeurs européennes, a joué un jeu trouble parce que positionnement placé dans un jeu, si vous voulez, géographique où il pouvait avoir de l'importance. Et un certain nombre de rapports ont été faits au sein de la Commission des affaires européennes du Sénat où on imaginait effectivement que le but final de la Turquie n'était peut-être pas l'adhésion à l'Union ou le souhait d'adhérer à l'Union. Vous nous dites qu'ils n'ont en réalité jamais voulu adhérer. Ça n'a jamais été très net. Ça n'a jamais été très net. Et aujourd'hui, on sent qu'ils sont en train de monnayer avec la crise migratoire d'autres problématiques, notamment les visas, notamment de l'argent. 1 milliard pour gérer des flux. C'est assez déstabilisant pour l'ensemble. Ils ont 2 millions de réfugiés aussi, j'allais dire. Ils ont 2 millions, il va falloir négocier et discuter, mais j'avoue que c'est assez troublant. C'est assez troublant et déstabilisant également pour l'Union européenne. Sylvain Kahn, qu'est-ce que vous pensez de ce constat? Je pense d'abord que dans la première moitié des années 2000, c'est-à-dire les négociations ont vraiment commencé au début des années 2000, les négociations d'adhésion, dans la première moitié des années 2000, il y a eu un très très grand enthousiasme dans l'opinion publique turque et au sein de la classe politique turque sur la perspective d'adhésion. Et ce que vous dites, monsieur le sénateur, à savoir que on peut aujourd'hui se demander si les Turcs ont vraiment voulu adhérer à l'UE, il y a eu effectivement une inflexion, mais liée au fait que dans la deuxième moitié des années 2000, il y a eu beaucoup de signaux envoyés par les opinions publiques européennes et par un certain nombre de gouvernements, dont celui de la France et celui de l'Allemagne, sur le fait qu'on temporisait beaucoup. Donc,
À mon avis, on peut quand même constater qu'à un moment donné, il y a aussi une réaction de dépit. Alors, il ne faut pas faire de psychologie, c'est de la politique. Voilà. Quant à la crise migratoire, bah oui, effectivement, je vous rejoins tout à fait. La Turquie fait un énorme effort. Et comme ça a été dit dans le reportage par le Premier ministre luxembourgeois, même d'un point de vue cynique, il est de l'intérêt des Européens d'aider les Turcs à assumer cet effort. Moi, je suis un peu surpris par le titre du Monde, hein, honnêtement. L'attentat est très grave, mais je suis surpris d'entendre dire que la Turquie est au bord du gouffre. Enfin, bon. Bah, c'est la question, Dorothée Schmitt. On va rappeler ce qu'il en est. Donc, l'enquête sur cet attentat avance. Il y a des hommes qui ont été arrêtés ou qui sont suspectés. On va préciser qu'ils étaient déjà connus et identifiés. C'est pour ça qu'il y a encore une plus grande polémique vis-à-vis du gouvernement en ce moment. Mais est-ce que vous diriez que ce pays, quand même, qui a une société, rappelons-le, qui est assez forte, hein, avec des grands intellectuels, qui a des liens importants, est-ce que ce pays est au bord du gouffre aujourd'hui? Ah oui, moi je pense que c'est pas faux de dire que la Turquie est au bord du gouffre. Je pense que quand vous demandez quelles étaient les raisons de la situation actuelle, il y a à la fois l'usure du pouvoir, qui est ce que Nedim a dit d'une façon différente en disant qu'aujourd'hui le problème de la Turquie c'est Erdogan, c'est-à-dire quelqu'un qui veut rester entre autres. Un des problèmes, oui, parce que moi je peux le dire plus facilement, c'est un modèle qui est arrivé au bout de ses possibilités, avec une croissance économique qui s'essouffle, qui était une croissance de rattrapage de pays émergents, avec une vraie question sur la démocratie politique, puisque là on a quand même un processus électoral qui a été rejoué, on ne sait pas très bien pourquoi, des négociations pour une coalition qui ont échoué, on ne sait pas très bien pourquoi, mais un peu du fait du gouvernement. Gouvernement qui par ailleurs a déclenché un épisode de guerre avec le PKK au même moment, probablement pour mettre de son côté un électorat nationaliste. Et puis on arrive à ça. Donc d'un côté on a l'usure du pouvoir, d'un autre côté on a la crise syrienne et toutes les guerres, la crise irakienne, la crise syrienne, la montée de Daesh, qui mettent terriblement la Turquie sous pression depuis presque 4 ans. Et franchement, aujourd'hui, la question est, est-ce que l'État turc tient encore et est-ce que le président Erdogan tient encore son pays? Et je crois qu'il y a quand même un très grand aveu de faiblesse à dire qu'il y a eu, je pense qu'il n'aurait pas admis ça il y a quelques années, à dire qu'il y a eu un défaut de la part des services turcs et à achever ces purges dans la police, à poursuivre ces purges dans la police qu'il mène déjà depuis 2 ans. Nedim Gürsel, et quel est le sentiment de la société turque? Voilà un pays qui pose beaucoup de questions aux Européens et au reste du monde. On a pointé son jeu double et trouble au départ. Peut-être que maintenant la page est tournée avec les terroristes de Daesh. Voilà un pays qui pouvait occuper une place incroyable dans cette région et qui n'a pas saisi cette occasion historique qui se présentait à lui. Parce que la société turque d'aujourd'hui est malheureusement de plus en plus divisée. Et on parlait tout à l'heure des problèmes profonds. Mais il y a évidemment le problème kurde qui n'est pas résolu. Et moi, je crains qu'il y ait une guerre civile si cela continue comme ça. C'est la question que j'allais vous poser. Oui. Car l'affrontement armé entre le PKK et les forces de l'ordre a déjà fait plus de 200 victimes. Et chaque jour... 700. Combien? 700. 700, voilà. Nous ne savons pas combien du côté du PKK. Alors. Oui, c'est ça. Voilà. 150 du côté des forces de sécurité plus. turques et plusieurs centaines. Peu importe. Il y a un discours de martyrologie qui me gêne particulièrement, car cela exacerbe le nationalisme. Et puis, par rapport, disons, au double jeu, ce que vous appelez le double jeu de la Turquie vis-à-vis du Daesh, je partage votre opinion. Maintenant, la Turquie s'est rangée du côté de la coalition, elle a une position nette, mais elle a mis du temps pour le faire, et en attendant, elle a eu cette attitude ambiguë. Mais moi, je pense que la politique syrienne de la Turquie est un total échec. M. Davutoglu, quand il était l'actuel Premier ministre, quand il était ministre des Affaires étrangères, est parti sur un slogan très impressionnant en disant « zéro problème avec nos voisins oui. ». Et maintenant, la Turquie a des problèmes avec tous ses voisins, avec l'Iran, avec l'Irak, avec la Syrie, pour ne parler que des frontières à l'Est. Eh bien, cette politique qui jouait sur le départ immanent de Bachar al-Assad a échoué puisque le régime en Syrie, malgré ses difficultés, reste encore en place. Maintenant, évidemment, la donne a changé avec l'intervention de la Russie, alors que les relations turco-russes étaient au beau fixe. Maintenant, elles se sont détériorées. Alors, dans tout cela, la Turquie a
perdu ses éventuels alliés aussi dans la région. Par rapport à l'Union européenne, c'est une catastrophe. Mais là, je dirais que les torts sont partagés parce qu'il y a eu aussi de la part de l'Union européenne, surtout de la part du président Sarkozy, un discours de rejet qui a été très mal ressenti en Turquie. Si la jeunesse turque aujourd'hui désire moins l'Europe, je crois que c'est dû aussi en partie à ce rejet de l'Union européenne. Je suis pas tout à fait d'accord, si on peut reprendre Et je finirai là-dessus en disant que moi je suis un fervent partisan de l'adhésion de mon pays à l'Union européenne, mais il me semble que la Turquie a déjà tourné la page. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Dorothée? Je crois que quand on est parti tout à l'heure en demandant si les Turcs avaient jamais eu envie vraiment d'adhérer, moi je crois que c'est une vraie question. C'est-à-dire que quand on parle à la fois avec les décideurs politiques turcs et aussi avec des universitaires qui travaillent sur les questions européennes, je crois qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'Union européenne. Je crois qu'en plus, ils sont entrés en 2005 à commencer concrètement la procédure d'adhésion, à un moment où l'Europe était à la veille d'une grave crise de construction politique, et ensuite on a eu cette crise économique. Et puis, la première chose qui a bloqué la procédure d'adhésion, c'est l'histoire de Chypre. Et ça, on ne peut pas dire que ce soit uniquement la faute des Européens. Non, mais comme on disait, les torts sont partagés. Et... Alors, sur les visions politiques, c'est vrai qu'en Europe, on a Sarkozy qui a pris le leadership des pays anti-adhésion, mais pendant très longtemps, il n'y avait que 2 ou 3 pays de l'Union européenne qui étaient contre l'adhésion de la Turquie. Tous les autres étaient favorables. Mais dans ce que vous dites, je pense que... Et les opinions publiques, vous parlez, me semble-t-il, étaient aussi favorables. également d'un malentendu. C'est-à-dire quand vous dites qu'effectivement, quand vous êtes sur place et que vous discutez avec soit vos collègues, soit avec des hommes politiques et des femmes politiques turques, c'est-à-dire que la question du nationalisme que vous évoquiez c'est la souveraineté, en fait. Elle est très importante parce que l'Union européenne, c'est une association d'États qui, d'une certaine façon, ont renoncé au nationalisme. Alors, il y a toujours des partis nationalistes dans tous les pays de l'UE, bien sûr. Mais, en gros, on accepte de dire à un moment donné, je peux être en minorité, dans le cadre d'un vote au Conseil, et quand même mettre en œuvre une politique. Et on sent bien, enfin moi en tout cas, moi qui ne connais pas la Turquie, qui connaît l'UE, ce qui me frappe beaucoup en voyant un peu comment... les infos qu'on peut avoir sur la vie politique turque, c'est à quel point le patriotisme, le nationalisme, l'importance attachée au fait que la Turquie doit être reconnue comme un grand pays ou un grand État, reste quelque chose, me semble-t-il, de très important dans la culture politique turque ou dans le débat turc. Et à mon sens, c'est ça qui peut effectivement le plus causer... Ils auraient eu peur d'une perte de souveraineté. Jean Bizet, vous êtes d'accord? Oui, et puis c'est vrai qu'on a fait un certain nombre de promesses depuis pratiquement 3 décennies à la Turquie. Beaucoup non tenus. Absolument, beaucoup non tenus, mais beaucoup également d'ouverture de chapitres pour valider les acquis communautaires, plutôt sur des chapitres à connotation, entre guillemets, technique. Et puis, quand il a fallu véritablement élever un peu le débat et considérer qu'un nouvel État membre ne pouvait pas être dans la situation qu'est celle de la Turquie, c'est-à-dire de ne pas vouloir régler le problème de Chypre, on a senti qu'il n'y aurait pas d'effort de leur côté. Donc le blocage a été total à ce moment-là. Et moi, je crois très sincèrement, aujourd'hui, ils sont dans une politique de marchandage, mais qui est dramatique pour les uns comme pour les autres. On va écouter justement sur ce sujet le président François Hollande et vous réagirez juste après, on l'écoute. Il ne faudrait pas qu'au prétexte de vouloir que la Turquie nous aide à retenir des réfugiés qui sont dans son pays, il y ait un mouvement de libéralisation dans n'importe quelles conditions, avec des visas qui pourraient être accordés là à des individus dont on ne connaîtrait pas exactement l'identité ou on ne pourrait pas la vérifier. Voilà, je vais vous poser la question directement. Aujourd'hui, on dit marchandage, mais en réalité, est-ce que l'Union européenne a vraiment le choix, Jean Bizet? La Turquie, aujourd'hui, est indispensable. Les dirigeants le savent bien. Avec ces réfugiés, elle a une bombe entre les mains pour l'Union européenne. C'est exact. La Turquie est quasiment le passage obligé de tous les flux migratoires. Et au terme de cette soirée, comme les deux dernières semaines qui viennent de se passer, il y a 10 000 réfugiés qui ont passé la frontière qui sépare, je dirais, l'Allemagne de ses voisins. C'est-à-dire qu'en 5 jours francs, il y aura eu en Allemagne autant de réfugiés qu'en une année en France. Donc cet élan... cet appel d'air qu'a généré Angela Merkel s'est transformé en véritable courant d'air. Et donc, l'Union européenne est en charge maintenant obligée de faire comprendre qu'il va falloir avoir des rapports très constructifs avec
la Turquie, la Grèce sur ce point précis. C'est là où je parle de marchandage, donc ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Mais comme de toute façon notre grand voisin, parlant de l'Union européenne, qu'est la Russie, nous devons avoir également des relations avec l'Union européenne doit avoir des relations constructives avec ses grands voisins stratégiques que sont la Russie et la Turquie. Nedim Gürsel, le mot marchandage, il vous choque? Il ne me choque pas. Moi, j'ai accompagné le président Hollande lors de sa visite d'État en Turquie. Et cette visite a beaucoup contribué à l'amélioration des relations franco-turques. Mais là, je ne partage pas tout à fait le point de vue de M. Hollande, car il me semble normal que la Turquie demande en contrepartie une aide, car elle a beaucoup fait pour accueillir les Syriens. Il y a plus de 2 millions de réfugiés syriens en Turquie, dans toutes les villes turques. Beaucoup d'entre eux veulent aller en Europe et je comprends que cela pose un problème à l'Europe, mais on ne peut pas, disons, exiger de la Turquie qu'elle arrête ce flux migratoire et qu'elle n'obtienne rien en contrepartie. Donc le mot marchandage ne me choque pas autant que M. Hollande. Dorothée Schmidt, ça paraît logique. Voilà un pays avec d'énormes défis, des difficultés immenses, avec des réfugiés qui arrivent tous les jours. C'est un partenaire de l'Union européenne et il peut aussi exiger, entre guillemets, ou avoir une contrepartie. C'est clair que dans les relations de la Turquie avec l'Union européenne, comme de beaucoup d'autres instances multilatérales, c'est un peu pareil à l'OTAN, on a cette culture du rapport de force. Et donc là, on a compris que les réfugiés étaient un point de levier pour obtenir des choses. Alors la question, c'est qu'est-ce que les Turcs veulent obtenir en échange? C'est pas que de l'argent. Ils veulent obtenir une libéralisation des visas, qui est le point sur lequel on bloque depuis des années dans les négociations avec l'UE d'adhésion. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une espèce d'effet d'opportunité. Par ailleurs, moi, ce qui me choque un peu dans l'histoire, la logique du marchandage, c'est les échanges de noms d'oiseaux. C'est-à-dire que Tayyip Erdogan passe son temps à insulter les Européens, leur expliquant que c'est des bons à rien et qu'ils sont incapables de gérer une crise, et que voilà, ils doivent compter sur la Turquie, sachant qu'en réalité, en Turquie, on a 250 000 réfugiés qui sont dans des camps, les autres sont dans la nature, ne peuvent pas travailler puisqu'ils sont invités officiellement en Turquie, donc ce ne sont pas des migrants, et que beaucoup d'entre eux aujourd'hui veulent aller en Europe parce que précisément, ils comprennent qu'ils ne pourront pas faire leur vie en Turquie et qu'ils considèrent que la Syrie il y a un point de non-retour qui a été atteint en Syrie. Donc il y a quelque chose qui est qui pour moi est un peu obscène dans cet effet d'opportunité face à l'affolement des Européens. On comprend ce que vous voulez dire, Sylvain Kahn. En même temps, et c'est pour ça que j'insiste, il faut imaginer cet afflux. C'est-à-dire que quand en France, on dit on va accueillir 30 000 réfugiés sur 2 ans, on se dit, oh là, on ne va pas y arriver. Voilà un pays avec de telles difficultés qui en accueille 2 millions. Mais dans quelles conditions? Et puis en 4 ans... Quelles conditions? Mais il faut dire que les Syriens sont malheureux, peut-être aussi en Turquie, mais la Turquie quand même les a placés dans... elle a fait un effort pour les accueillir. Et ça a coûté, on parle de 8 milliards de dollars, de 8 milliards d'euros peut-être. Alors, il faut que l'Union européenne, verse davantage. Et puis, pourquoi ne pas marchander sur les visas? Parce que la Turquie est officiellement candidate à l'Union européenne. Alors, les visas fonctionnent dans un sens seulement. Les Européens qui viennent en Turquie n'ont pas besoin de visa, à ce que je sache. Et dans le cas contraire, en général, non. Parmi les 28 pays européens, je ne sais pas si la Turquie quelle est en ce moment, selon vous, comment vous qualifiez la relation entre l'Union européenne et la Turquie, compte tenu de ce qui s'est passé? Comment? Rugueuse. Rugueuse et de défiance. Et de défiance, parce que même s'il y a quelques évolutions sur le dossier chypriote, l'affaire n'est toujours pas réglée depuis tant d'années. Mais il y aurait une certaine incohérence à accorder une certaine libéralisation des visas. Et de l'autre côté, comme l'a dit récemment le ministre de l'Intérieur, augmenter les lignes budgétaires pour assurer la sécurité de la France et d'autres pays. On sait très bien qu'une libéralisation des visas peut être une porte ouverte à un certain nombre, je dirais, de djihadistes venant
Oui. Ça plus loin. Est-ce que c'est un vrai sujet ou est-ce que c'est le chiffon rouge qu'on agite? Ah, c'est à mon avis les deux. Hein. Là, en ce moment, c'est à la fois un vrai sujet et en même temps, il y a beaucoup de choses qui se percutent en ce moment. C'est-à-dire que les visas ou les négociations sur les visas sont, on va dire, dans le prolongement logique du fait qu'il y a entre l'Union européenne et la Turquie une union douanière. Donc imaginons, ce qui est évidemment par pure hypothèse, qu'il n'y ait pas de crise en Syrie, qu'il n'y ait pas de guerre en Syrie, qu'il n'y ait pas de crise des migrants. Ça serait tout à fait logique et il y aurait une vraie cohérence à négocier, à poursuivre ces négociations. Oui, mais justement. Oui, voilà. Par rapport, je crois, à l'Union européenne, la véritable question, à mon sens, c'est la démocratie qui souffre aujourd'hui en Turquie. C'est la restriction de l'espace des libertés. Bien sûr. L'état de droit n'existe pratiquement pas. C'est le règne absolu de l'arbitraire. C'est pour ces raisons-là que la Turquie n'est pas prête. Non pas à cause du problème des visas, qui me paraît un problème peut-être d'actualité important, mais secondaire par rapport à l'essentiel. Il nous reste quelques secondes. Vous, qu'est-ce que vous espérez pour votre pays? C'est votre pays, c'est votre terre. Vous y êtes évidemment attaché à cette société turque. Vous êtes l'un des plus grands intellectuels et vous habitez Paris. Qu'est-ce que vous voulez pour votre peuple aujourd'hui? Beaucoup plus de liberté. En tant qu'écrivain, je dois dire que le gouvernement doit cesser de poursuivre les journalistes et les intellectuels et les écrivains. C'est inadmissible que le gouvernement mette sa main sur les médias comme c'est le cas actuellement et surtout que le problème qui divise le pays, le problème kurde, soit résolu dans le cadre de l'état de droit. Et ça, c'est le plus important. Un mot de conclusion, Jean Bizet? J'ai toujours considéré que, compte tenu de la position de la Turquie, elle pourrait avoir un rôle majeur dans le concept de l'Union pour la Méditerranée. Et elle n'a jamais pris cette opportunité. Concept compliqué aujourd'hui. Concept compliqué, mais ô combien essentiel. Restez avec nous. La suite de votre émission, et comme tous les jeudis, vous allez voir, c'est une parenthèse un peu plus détendue pour changer de sujet. C'est notre caricaturiste Hervé Baudry qui va nous rejoindre. Et il va croquer la semaine, probablement également ce qui s'est passé malheureusement en Turquie. Vous attendez son coup de crayon pour croquer la semaine. Hervé Baudry, notre caricaturiste. Bonsoir Hervé. Eh bien bonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Grosse actualité cette semaine. Je n'ai pas pu traiter tous les sujets malheureusement. Mais en tout cas, on va commencer par une bonne nouvelle qui vient de l'autre côté de la Méditerranée puisque la société civile tunisienne s'est vue décerner le prix Nobel de la paix pour son aide à la création de la seule démocratie issue du printemps arabe. Donc pour une fois, on va pouvoir avoir une colombe qui se pose quelque part, quelque temps. Magnifique dessin. Et voilà, un prix Nobel partagé par les Tunisiens et les Tunisiennes. Oui, ce soir, en plus, à l'Institut du monde arabe. Le quartet est reçu. Je continue aussi, toujours de l'autre côté, mais la météo n'est pas la même, malheureusement, en Israël, puisque la spirale de la violence à Jérusalem, où l'intifada des pierres est remplacée par l'intifada des couteaux. Donc, aux lames, au désespoir de paix. On le voit à l'écran. En Suède, la police, savez-vous, Sonia, a pris une convention de barbus branchés, on appelle ça des hipsters, oui, pour des membres de Daesh. En Syrie, l'armée française, elle, apparemment, ne s'est pas trompée, puisqu'elle a, on le voit sur le dessin, bombardé des francophones. C'est l'un des sujets sensibles cette semaine, nous l'avions traité, effectivement. Tout à fait. Hier, on a eu une grosse manifestation policière à Paris. Oui. Et puis aussi devant donc, le bureau de la ministre de la Justice. Vendôme, sous les fenêtres. Place Vendôme, oui. Et dans toute la France. Donc c'était une expression, je pense, d'un malaise entre police et justice, mais aussi une illustration d'une grosse fatigue, comme on peut le voir sur l'écran. J'adore cette caricature. Et Hervé, pour le 1er janvier 2015, rappelez-nous que votre dessin, avec des petits bisous là, il avait été retenu par la police nationale. Exactement, qui était très surprise à l'époque d'avoir autant de sollicitude de la part du public français. Et donc je me suis amusé à le reprendre pour un dessin d'octobre, situé en octobre 2015, avec Je suis crevé. On va continuer maintenant avec une grosse affaire Big Malion, les révélations de Lavrieux. Si je vous dis qu'OP est mort, organisation de la primaire, les 10 000 urnes ou pas, on ne sait pas. Eh bien, bientôt du rififi au siège des Républicains. Alors moi, j'imaginais, en tout cas, en prévision, un livreur de chemise, c'est tout tendance en ce moment, donc devant et sonnant devant le siège des Républicains. Et puis on termine, bien sûr, cette petite semaine. Plus légèrement, j'espère. Oui, par la fin d'une époque, ne voyez aucun rapport avec vous. Playboy arrête la publication de femmes entièrement dénudées. Rassurez-vous, je voyais aucun rapport. Et revient sur ses planètes d'antan. Donc là, je crois que finalement, c'est encore la jeune génération qui va trinquer, quoi.
Merci beaucoup. Merci à vous et à la Hervé semaine Vaudreuil. prochaine. À jeudi. Je sais que tout le monde vous attend. Les téléspectateurs tiennent à vous. Merci. Merci à vous encore pour ce débat. Dans quelques instants, je recevrai le spécialiste des religions, Malek Chebel. Il est mon invité pour l'entretien. Mais d'abord, il est tout pile 23 h. Les principales informations, c'est avec Paul Bouffard. C'est à la découverte du fleuron de la marine française que je vous convie. Il était engagé contre Daesh il y a quelques mois encore et devrait reprendre ses missions de guerre dans les semaines à venir. Le porte-avions Charles de Gaulle, vaisseau amiral de la Royale, a accueilli à son bord les membres de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Notre journaliste Pauline Dam a elle aussi embarqué sur ce géant des mers. C'était il y a quelques jours, quelque part en Méditerranée. Regardez. Nous sommes au large de Toulon. Les coordonnées géographiques sont confidentielles pour protéger 42 500 tonnes d'acier. Des mensurations hors normes, 260 mètres de long, un immeuble haut de 20 étages. Le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle peut emporter jusqu'à 40 aéronefs. C'est le plus gros navire de la Marine nationale. Sur le pont d'envol, 12 chasseurs bombardiers Rafale s'entraînent à partir en exercice. En chef d'orchestre, les officiers de lancement guident les pilotes. Les appareils doivent atteindre 250 km/h en moins de 2 secondes. Dès qu'ils ont fini leurs essais là, on le prend et on l'amène à l'arrière. Pour catapulter un Rafale, il faut une cinquantaine de personnes sur le pont d'envol pour diriger l'aéronef sur la catapulte et vont participer à son catapultage directement. Et toute une autre partie sont là en attente pour pouvoir intervenir s'il y avait le moindre incident. Tu vas pouvoir l'envoyer à l'arrière, ils ont fini. À chaque couleur, sa compétence. Les hommes en vert gèrent la mécanique, les gilets bleus, la logistique, les rouges, les armes. Une ville-usine flottante de 2000 marins. Après l'effervescence du pont d'envol, le calme de la passerelle. Ici, seuls les ordres du commandant fusent. L'enjeu, être opérationnel à tout moment. On pourrait partir très rapidement en fonction des ordres qui nous seraient donnés. Actuellement, le porte-avions est resté 70 jours consécutifs en mer. On s'appuie sur des ravitailleurs, un pétrolier ravitailleur qui fait des allers-retours entre la terre et le bateau et qui lui permet d'avoir du kérosène pour les avions, des vivres pour l'équipage et des pièces détachées pour continuer à opérer les avions. Dernière mission en date, l'opération Chamal pour lutter contre le groupe État islamique. La présence du porte-avions nucléaire français dans le golfe Persique a permis de réduire la fréquence des mouvements entre les bases aériennes d'Abu Dhabi et d'Amman et les sites de l'armée française en Irak. Merci, bon courage à vous. Ce jour-là, la commission de la défense du Sénat s'est invitée à bord. Objectif, mieux comprendre le fonctionnement du Charles de Gaulle. Que les Français ne connaissent pas suffisamment son rôle. C'est à la fois une université militaire, c'est un pôle de compétitivité. Non seulement il y a toute la qualité humaine de nos armées, mais il y a la qualité scientifique, il y a la qualité industrielle. Vous avez une frégate de défense aérienne, un sous-marin nucléaire d'attaque. L'occasion également de témoigner leur reconnaissance aux marins. C'est impressionnant et en même temps c'est rassurant parce qu'on se sent quand même très protégé, on se sent fort et on est fiers d'être français. Ce porte-avions est bien la jonction et le trait d'union de toutes les forces pour pouvoir justement être crédible sur les théâtres internationaux, opérationnels. Un étendard de la puissance militaire française qui a un prix. L'engagement du Charles de Gaulle en opération pourrait coûter chaque mois 20 millions d'euros. Mais c'est encore loin, bien loin, du coût d'un engagement de troupes au sol. Un reportage signé Pauline Dam. Des militaires encore, et ceux-ci passent au vert. Autour du Français Jean-Yves Le Drian, des ministres de la Défense étrangers sont bien décidés à prendre en compte eux aussi les enjeux environnementaux dans la politique militaire. En clair, les chars et avions du futur pourraient consommer des biocarburants. Une défense verte pour faire aussi des économies. Sachez par exemple qu'un Rafale consomme environ 4000 litres de kérosène pour seulement 1 heure de vol. Le gouvernement ouvre la porte à une éventuelle réforme de la gestion du RSA. Marie-Lise Lebranchu l'a dit aujourd'hui à Troyes, à l'occasion du congrès des départements de France. Le financement du RSA inquiète les élus, mais ces derniers n'ont pas été convaincus des arguments et des propositions avancées par la ministre de la Décentralisation. Écoutez Dominique Bussereau, il préside l'Assemblée des départements de France. Elle a été très imprécise, elle n'a pas donné de chiffres, elle n'a pas indiqué le nombre de départements.
sur le plan budgétaire, elle a renvoyé ça au projet de loi de finances rectificative qui vient à l'Assemblée en novembre, en général au Sénat au mois de décembre. Et puis le calendrier de travail est un peu flou. Donc voilà, les départements sont dans l'attente, ils sont en situation difficile. Ils auraient aimé de la part du gouvernement une position plus claire, plus franche, pas sur le principe, mais sur la réalité. On a compris qu'il y avait une écoute, mais on n'a pas toujours ressenti, en particulier ceux de nos collègues qui découvrent le contenu de ces négociations, pas toujours compris où les choses allaient précisément. Dominique Bussereau, au micro d'Oriane Mancini. Il est vrai que le RSA met en difficulté certains territoires. Dans le Nord, par exemple, là-bas, l'allocation a plongé dans le rouge les finances départementales. Du coup, la décision a été prise de conditionner le versement de l'allocation aux efforts d'insertion. Cécile Sixou a rencontré Olivier, un allocataire. Regardez son reportage. Olivier est allocataire du RSA depuis 2008. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec sa référente. Aujourd'hui, vous avez redémarré, enfin vous avez remis le pied à l'étrier par rapport au parcours professionnel, il faut continuer. Il a fait une immersion en entreprise, sans résultat. Sa référente, elle, est impuissante. Hormis l'écoute, hormis le côté rassurant, redynamisation, à part ces choses-là, je ne pourrais pas lui apporter d'autres choses concrètes liées à la recherche d'emploi. Suivi socialement, Olivier déplore le manque d'accompagnement dans l'emploi. Si je n'étais pas passé par le rebond, les structures psychologiques, santé, les structures culturelles ou autres, ça ne m'aurait pas permis de me reconstruire et me construire. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas aller vers l'insertion professionnelle. Mais je trouve qu'il y a un moment donné où il manque quelque chose pour permettre un développement de compétences, une valorisation des compétences. Redéployer les crédits de l'insertion sociale vers l'insertion professionnelle, c'est l'idée de Jean-René Le Serre qui souhaite remettre les allocataires au travail. Ces subventions seraient également totalement indispensables pour pouvoir mener des politiques plus volontaristes de mise à l'emploi des allocataires du RSA qui sont proches de l'emploi. Si j'arrivais à remettre à l'emploi un tiers des allocataires du RSA, j'économiserai en même temps 200 millions d'euros. Économiser, dès le 1er janvier prochain, les allocataires comme Olivier devront signer une charte d'insertion. En cas de manquement, ils pourraient ne plus toucher le RSA. Et on poursuit avec cette information. Marine Le Pen perd un procès en appel. La présidente du Front National a été déboutée de ses poursuites en diffamation contre la sénatrice écologiste Esther Benbassa. Marine Le Pen a l'accusée de l'avoir associée à l'affaire Cahuzac. Et puis les suites de l'affaire Platini après le gouvernement français, c'est ce soir l'UEFA qui soutient à l'unanimité l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France, leur président suspendu. Les instances du football européen font donc front derrière la candidature de Michel Platini à la présidence de la FIFA en remplacement de Joseph Blatter. Des crânes de l'homme de Cro-Magnon, des Vénus de la préhistoire, ils sont désormais à nouveau visibles. Le musée de l'homme rouvre à Paris après 6 années de silence. Un retour aux origines avec une exposition permanente riche de 700 000 pièces, modernes, repensées pour le XXIe siècle. Le musée a été inauguré par François Hollande. Le chef de l'État y célèbre l'unité et la diversité de l'espèce. Un musée ouvert dès samedi et gratuitement pendant 3 jours au Trocadéro à Paris. Il est l'heure de votre revue de presse. La revue de presse et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens, actualités nationales et internationales aussi. Bien sûr, on va commencer, Paul, avec les Échos ce soir. Oui, Sonia, et le quotidien économique revient sur ce round crucial de négociations qui reprend demain sur les retraites complémentaires. L'enjeu est énorme, vous le savez. Il ne s'agit ni plus ni moins de savoir si l'on doit repousser l'âge de départ à la retraite pour équilibrer les comptes. Un nouveau face-à-face entre patrons et syndicats, dit le journal. Les partenaires sociaux sont désormais au pied du mur. Allez, autre une dont on parle peu, celle de l'Ardennais. Oui, ce journal du nord-est de la France. Et il ne semble pas convaincu de la fin du diesel en France. Ce n'est pas pour demain, note le quotidien. Les journalistes nous informent que 80% des volumes de carburant écoulés dans l'Hexagone sont du diesel. Il y a donc du chemin à faire vers l'abandon total de ce carburant polluant. Et puis, Sonia, pour la petite histoire, on apprend qu'à Revin, un petit village, les élèves ont déserté les cours. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de chauffage dans le lycée. C'est vrai que ces jours-ci, on connaît ça. Quelle belle excuse. Paul, la une de la Croix à présent, une solidaire. Exactement, Sonia. Il semblerait que les Français soient de plus en plus sensibles au changement climatique qui induit de nouveaux types d'agriculture.
Un sondage dévoilé par La Croix le montre. Et regardez la photo de une, Sonia. Ah oui. Nous y voyons un agriculteur malien au cœur de l'Afrique en train de planter des pousses de riz, des rizières au Mali, une des conséquences des bouleversements climatiques à venir qui laisse beaucoup à réfléchir. On va finir avec la une de Society. Oui, Society, le magazine de société, il nous propose une enquête sur les tueurs nés aux États-Unis. Oui. Vous savez, ceux qui ouvrent le feu au hasard dans les écoles et sur les campus d'université. Regardez les visages de ces hommes qui ont semé la terreur outre-Atlantique, des visages de tous les jours. À lire dans Society, ce phénomène qui fait froid dans le dos. Exactement. Merci beaucoup. On se retrouve lundi. Ah, lundi, avec plaisir. Oui. Oui, vous voulez revenir demain, on se propose un petit peu quand même. Problème. Allez, à suivre pour aller plus loin ce soir, c'est l'entretien avec mon invité, c'est Malek Chebel. L'entretien pour aller plus loin ce soir, mon invité est anthropologue des religions, historien, spécialiste de l'islam. Malek Chebel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et je précise qu'il y a une réédition de votre ouvrage que je vais montrer, Les grandes figures de l'islam, chez Perrin. On va avoir l'occasion d'en reparler bien sûr. Mais d'abord, Malek Chebel, je voudrais vous faire réagir aux nombreux débats actuellement organisés entre les intellectuels. Peut-être que vous avez vu celui récemment du Figaro entre Alain Finkielkraut et le philosophe Pierre Manant qui vient de publier Situation de la France. Les deux philosophes ont beaucoup échangé sur le défi de l'islam et ils ont mis en évidence, disent-ils, une poussée d'un islam fort qui les inquiète. Qu'en pensez-vous? Il est très minoritaire, l'islam fort, tout à fait circonscrit. Et je pense que s'il y a défi avec l'islam, c'est de pouvoir l'écouter peut-être et en profiter, en bénéficier de sa force et de son dynamisme. Moi, je vois plutôt les choses positivement. C'est une bonne chose que les philosophes, les intellectuels se saisissent de ce débat, de cette question? Oui, ça a toujours été le cas. Depuis le début, depuis Platon jusqu'à nos jours, ce sont les sujets de fond qui alimentent leur tribune. Donc moi, au contraire, j'applaudis à ça. Le problème n'est pas dans le débat. Le problème, c'est pourquoi il y a un débat. Et si les philosophes contribuent, nous aident à régler ce problème, pourquoi il y a un débat, ça sera mieux. Mais je vous pose la question. Oui, moi, j'ai une opinion. Vous savez, pour moi, l'islam n'est pas vu comme un facteur de tristesse ou de violence. Il est vu comme un facteur de paix. L'islam est une civilisation de paix. Donc à partir de là, on peut me dire que ce n'est pas ce qui se produit dans la réalité. Mais je peux vous assurer que ce sont des groupuscules, une minorité qu'on peut tout à fait circonscrire. Parce qu'on ne peut pas parler d'un islam comme d'un courant unitaire. Il y a des musulmans et leurs pratiques, c'est bien cela? Absolument. D'abord, l'islam est pluriel. L'islam a des âges historiques différents selon les populations. Il a des ambitions et des enjeux aussi différents. Et je pense qu'on a vu le mauvais côté de l'islam depuis quelques années. L'islam piloté, manipulé, diabolisé, stigmatisé de part et d'autre par ceux qui utilisent la violence religieuse à des fins, si vous voulez, impies d'une certaine manière. Et ceux qui, en revanche, généralisent à tous les musulmans. Bien, les deux doivent peut-être un peu réfléchir à la situation. Réfléchir. Et quelle proposition? Je vous donne un exemple concret des échanges entre Alain Finkielkraut et Pierre Manant. Il propose une sorte de contrat social, un contrat passé entre les citoyens français, de confession bien sûr musulmane, et le reste du corps civique, un contrat, disent-ils, basé sur des valeurs communes fondamentales. Je ne vois pas des choses comme ça. Si vous commencez à dire, vous devez avoir un contrat pour vivre en paix dans ce pays, ça veut dire que cette personne-là en question est elle-même potentiellement dangereuse. Et donc, vous l'avez déjà stigmatisé. Moi, je pense qu'il faut mettre le paquet sur la citoyenneté. Citoyenneté, tous azimuts. Tout le monde est concerné par la question de la citoyenneté. Parce qu'elle perd aussi des plumes par ailleurs. Pas seulement au niveau, si vous voulez, sur le front de la cohabitation religieuse, mais sur le front syndical, sur le front patronal, sur le front de l'argent, sur le front de la... Vous voyez, à tout point de vue, la citoyenneté est en situation difficile. Donc, moi, je dis pacte ouvert, général pour tout le monde. Sur la citoyenneté, je suis d'accord. Malek Chebel, pourquoi ce sujet, je vais dire, il est vendeur selon vous? Tous ceux qui parlent de l'islam en ce moment, sous l'angle de la peur ou de la préoccupation, ils ont un succès fou à la librairie. Oui. De quoi c'est le révélateur? C'est révélateur d'un état de la société française. Peut-être c'est le révélateur aussi d'une époque, d'une période. Nous sommes en situation de crise économique. Et par-dessus tout, nous sommes dans une situation de crise existentielle, au sens large du terme. C'est-à-dire que nous nous posons des questions extrêmement sophistiquées, métaphysiques, sur qui sommes-nous,
qu'est-ce que c'est l'identité, qu'est-ce que c'est le destin de la France, c'est quoi être Charlie, etc. Ce sont donc autant d'éléments d'information sur l'état actuel de la situation française, européenne et mondiale. Et comme à plus forte raison, les crises sont nombreuses et répétitives, et en plus elles sont porteuses de danger dans tous les cas de figure. Donc évidemment, ça nous sollicite plus particulièrement aujourd'hui. Ce sont aussi autant d'éléments de crispation. On est en période de crise, mais on est aussi en période de campagne permanente, et c'est le cas en France. Vous craignez que ce débat, évidemment, qui va être l'un des sujets, l'un des thèmes majeurs de la campagne de 2017... À coup sûr, je mets ma main au feu. Il sera au centre de plusieurs discours, forcément. Oui. Comment vous imaginez, par exemple, vous, votre rôle pour tenter d'apaiser, proposer peut-être ce pacte citoyen plus large que ce qui est mis en évidence par certains? Le pacte citoyen, de la pédagogie, de l'information, de la culture. On en manque ces temps-ci aussi. Et je dirais que tout ce qui relève de la civilisation. Moi, dans mon rôle à moi, c'est d'essayer d'exacerber, si vous voulez, le côté positif de l'islam, de montrer que l'islam est capable d'amener un projet de société viable, positif, paisible et porteur de paix. Bon, évidemment, il faut m'écouter à ce moment-là. Parce que si on ne m'écoute pas, on me dira mais ça n'existe pas. Mais je prétends que ça existe et qu'on sera très nombreux à pouvoir le porter. Il y en a qui ne veulent pas écouter, qui demandent aux musulmans de parler, que quand ils parlent, ils ne les écoutent pas. Il y a même ceux qui ne leur demandent pas de parler du tout et qui font tout ce qu'il faut pour qu'ils n'apportent pas du tout de projet alternatif fondé sur la paix civique, fondé sur l'harmonie de la société. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que nous laissons la place, justement, aux violents, aux gens qui utilisent l'islam à des fins beaucoup moins vertueuses que nous. Donc, je prétends que nous jouons un rôle positif au sein de cette société. Vous avez employé un mot très important, vous avez dit on manque de culture. C'est très important. Quand vous dites culture, on manque donc de connaissances historiques. Oui. C'est bien cela. Vous sentez aujourd'hui, je crois savoir que vous visez quelqu'un en particulier, non? Des phrases qui ont été prononcées. Oui, mais je ne reviens pas dessus. Peut-être par celle de Nadine Morano. Elle n'est pas seule, malheureusement. Ça aurait été seulement Nadine Morano, peut-être on aurait compris qu'il y a des loupés ici ou là. Donc, nul n'est à l'abri d'un lapsus ou d'un... Bon. Mais elle n'est pas le seul. Moi, j'ai proposé que toutes les personnes qui ont vocation à gouverner un pays ou à gouverner un parti, ou à être même patron d'une société, d'une entreprise employeuse de main-d'œuvre, doivent passer par un sas de formation, un sas de culture générale, y compris sur le plan historique, y compris sur le plan des religions, l'apport des religions à la société civile, à la société au sens large, l'histoire des pays, par exemple, on parle d'immigration énormément. L'histoire des gens, ils viennent d'où? Ils viennent de Syrie, ils viennent d'Irak, ils viennent de Tunisie, ils viennent de Libye, ils viennent du Maroc. Ben, pourquoi ne pas faire des formations sur la culture d'origine de ces gens-là, pour mieux les comprendre, peut-être pour mieux, au contraire, les orienter, plutôt que de les réprimer à l'avance. Il y a ces grands sujets très importants pour la connaissance historique, et il y a, Malek Chebel, ce qui se passe tous les jours, ce à quoi les gens sont confrontés. Il y a un débat qui a ressurgi, c'est celui des cantines. C'est un sujet sensible à chaque fois. À Chalon-sur-Saône, après que le conseil municipal ait voté à une large majorité la suppression des menus sans porc dans les cantines scolaires, bien ça y est, la mesure est en train d'application dès aujourd'hui. Donc il n'y aura plus là de menus sans porc. Vous le comprenez? Vous comprenez qu'on applique la laïcité, j'allais dire dans sa forme la plus... Des menus sans porc, c'est avec des menus qui permettent aux musulmans de manger, c'est ça? Oui. Sans porc. Moi, je pense que l'école, le vêtement, la nourriture, la religion, la place de la religion dans la cité, tout ça mérite un débat apaisé, avec des responsables, y compris politiques, y compris administratifs, y compris scolaires, l'institution scolaire et universitaire, parce que le problème a failli déborder sur l'université, et les autorités religieuses. Les autorités religieuses sont là. C'est des années qu'il faut qu'on dise qu'il y ait ce débat. Il est temps, non, de régler cette question. Il est temps de le régler, et sur des cas concrets. Donc moi, je ne vais pas émettre des fatwas, si vous voulez, pour dire ça devrait être comme ça ou comme ci, mais je pense qu'il faut que les responsables le prennent à bras-le-corps et le résolvent dans la bonne entente avec les responsables de l'institution éducative. Il y a ce qui se passe en France, il y a ce qui se passe à l'extérieur. Je voulais vous faire réagir. Quel est votre regard, votre analyse sur le monde arabe, notamment ce qui se passe au Proche-Orient? Un Proche-Orient à feu et à sang aujourd'hui. À feu et à sang. D'abord, analyser la situation de manière globale et considérer que toutes les sous-parties
vision globale sont reliées entre elles. Par exemple, je vous ai écouté sur le débat précédent, la Turquie, qui est le pays de passage des immigrés pour l'Europe, etc. Vous ne pouvez pas analyser le problème de l'immigration massive en Allemagne et en Europe en le détachant de la cause qui a produit cette immigration-là. Donc je prétends qu'il faut analyser tous les aspects, l'engagement guerrier, l'engagement militaire, l'immigration, les conséquences de cet engagement, les pays concernés, le financement, les ventes d'armes, etc. Donc si on me dit Daesh, ça me ferait quand ils me disent Daesh qui nous terrorise. Attendez, il suffisait que 5 ou 6 grands pays pourvoyeurs d'armes, ou surtout les armateurs eux-mêmes, ne vendent pas d'armes à ce groupuscule. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un double jeu de la part des grandes puissances. On a fourni les armes à Daesh les grandes puissances, et se retournent contre nous. Les grandes puissances, on le voit, il y a un jeu entre eux, il y a une sorte de surenchère entre les grandes puissances. On voit par exemple comment la Russie a voulu s'immiscer, si vous voulez, dans la boucle de la guerre à un moment donné pour avoir les meilleurs avantages et les meilleurs acquis une fois la paix revenue. Donc on voit bien qu'il y a une surenchère entre les grandes puissances. Et je comprends du point de vue de la puissance, si vous voulez, d'un pays, pour ne pas disparaître, il lui faut être parmi les grands. Donc c'est tous les niveaux. Je dis que la conséquence directe, ce sont les migrations. Donc vous ne pouvez pas détacher ces flux de gens humains qui partent de cette région de la partie sous-jacente, invisible, qui est le démantèlement de leur pays. Il y a les flux humains, il y a les flux d'argent. Une question qui apparaît peu dans le débat en ce moment, c'est Daesh quand même a des puits de pétrole, il a des territoires. Est-ce que l'une des solutions, et on l'évoque rarement, ce serait d'épuiser cette source financière? Pourquoi on ne s'attaque pas à ce sujet? Peut-être parce qu'il n'est pas ça dans... arrange. Non, peut-être. Je ne pense pas que tous les hommes politiques sont des gens qui ont des intentions mauvaises. Je pense que peut-être l'accessibilité à ces lieux n'est pas forcément assurée, évidente, et que peut-être le mieux, c'est de régler à moindre coût le problème de la guerre pour ne pas avoir à reconstruire par la suite, ce qui coûtera assez cher. Je pense qu'a priori, je ne connais pas les niveaux de stratégie et les niveaux de priorité pour chaque armée, mais je pense qu'il y a un accord entre toutes ces armées-là, parce qu'on voit bien qu'ils passent et repassent, ils se surveillent, etc. Donc... Déplaçons-nous un peu dans ce Proche-Orient. Il y a le conflit éternel. Des générations l'ont connu et malheureusement, peut-être d'autres générations le connaîtront encore. Israël-Palestine. On regarde ce drame des deux côtés israéliens et palestiniens, avec de plus en plus, de fractures au sein des différentes sociétés. On a l'impression, Malek Chebel, qu'il n'y a plus aujourd'hui d'hommes ni de femmes pour encourager la paix dans cette région. Est-ce que vous en voyez? Alors, il y a à deux niveaux. Je pense que la paix peut venir de l'intérieur de ces terres, de ces deux pays, et ça peut venir aussi de l'extérieur. Le pape a réussi quand même à régler pas mal de problèmes en Amérique latine. Vous y croyez? Attendez, il peut être, je donne des pistes. Oui. Je donne des pistes, évidemment. C'est la raison. Je pense, et je suppose d'ailleurs même que c'est une question récurrente qui revient à Rome. Je pense que les grandes puissances ont beaucoup à faire de ce côté-là. Mais on voit bien que les choses dans cette région du monde changent aussi en fonction des coalitions politiques locales. Et donc ça aussi, ça joue un rôle. Le jeu des alliances. Le jeu des alliances et tout ça. Donc... Mais la question, il faut se la poser. Les grandes figures de l'islam rééditées, c'est passionnant. Et vous proposez, Malek Chebel, en fait, une histoire de l'islam, mais à travers ces grands personnages. Absolument. C'est toujours la vision. Je vous ai dit, hein, c'est un scoop depuis aujourd'hui. Je vais surtout m'intéresser à la dimension civilisationnelle de l'islam. Je pense qu'on ne fait pas cas de l'apport de l'islam à la civilisation au sens large, y compris maintenant. Et précisément maintenant que tout le monde pense que l'islam est un facteur négatif, un facteur de violence, moi je vais essayer de mettre l'accent sur le fait que l'islam est un facteur de paix. Ou plus encore la civilisation née de l'islam. Parce qu'il y a religion et civilisation. Et dans ce livre, c'est un exercice parfait pour ça. J'essaie de parler du bel islam, de l'islam des Lumières, à travers ses animateurs, à travers ceux qui l'ont créé vraiment, personnellement. Et donc j'ai pris une série de portraits qui sont époustouflants, chacun à sa manière, dans la manière dont il a inventé le progrès en son temps, et la tolérance et le respect, etc. Tous ces gens-là sont un exemple pour nous. Voilà, et c'est à découvrir dans les grandes figures de l'islam. Et ce que vous développez, votre vision, ce sera passionnant lors de débats avec d'autres philosophes, ce dont on a parlé tout à l'heure.
Vous êtes ouvert à ce genre d'échange et de débat? Ah, je suis un homme d'échange et de dialogue. Eh bien, ce sera un rendez-vous peut-être dans cette émission, on vous le proposera. Pourquoi pas? Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Merci à vous. Malek Merci Chebet. de C'est un m'avoir plaisir invité. de vous recevoir. On arrive presque à la fin de cette émission et comme tous les soirs, vous le savez, eh bien c'est le zapping. Tout ce qui s'est dit sur notre antenne, polémique, petite phrase ou bien sujet de fond, c'est une sélection de Nathalie Guillouard. Des nouvelles lignes de transport en commun, c'est bien évidemment nécessaire et je les soutiens. D'ailleurs, je les appelle de mes voeux. On est en retard sur toutes les lignes du Grand Paris. Le Grand Paris avait été On va voir les annonces aujourd'hui de Manuel Valls, mais vous dites aujourd'hui que c'est une irruption finalement du Premier ministre dans votre campagne pour les régionales? Non, mais c'est pas ça. C'est même plus scandaleux. C'est le mélange des genres à son comble. Depuis 3 ans, le Grand Paris est en jachère. Toutes les lignes du Grand Paris sont en retard. Et à 50 jours du premier tour, le Premier ministre se réveille et dit « je vais faire quelque chose ». Il y avait un film qui s'appelait « Il faut sauver le soldat Ryan ». Voilà, il faut sauver le soldat Bartolone. Donc le capitaine Valls s'est mis au travail. Monsieur le Premier ministre, depuis l'annonce du plan de 2900 suppressions d'emplois chez Air France, vous prétendez n'avoir qu'un seul cap, le dialogue social. Mais où est ce dialogue? Comment pouvez-vous cautionner le fait d'aller arrêter des salariés chez eux au petit matin dans leur famille? Le dialogue doit se poursuivre car nous avons besoin d'une grande compagnie aérienne portant fièrement le pavillon français. C'est ça le dialogue social. Monsieur le sénateur, le dialogue social, le dialogue tout simplement dans la société, c'est de ne jamais refuser de serrer la main. C'est de ne jamais refuser le dialogue, c'est de ne jamais avancer ensemble. La société, plus que jamais, a besoin de dialogue et de responsabilité. Une annonce qui vous a réjoui hier, Matignon, qui annonce cet alignement de la fiscalité du diesel sur l'essence. Ça, c'est une bonne nouvelle en revanche. C'est une bonne nouvelle. Oui, oui, j'ai l'habitude de dire les choses comme je les pense. C'est d'ailleurs un amendement que je dépose depuis 2011, donc même sous le précédent gouvernement qui n'est jamais voté. On m'avait expliqué à l'époque que c'était déraisonnable, que ça n'était pas possible. C'est une bonne chose parce que le législateur doit être neutre sur le plan fiscal vis-à-vis des différentes énergies. L'État est incapable aujourd'hui de construire des gendarmeries. L'État est incapable de financer les universités. L'État ne peut pas faire des contrats de plan État-région sans que les départements et les intercommunalités y participent parfois jusqu'à 20, 30 ou 40% des montants. Voilà, donc si l'État se moquait de nous en ne prenant pas en compte cette détresse, selon les termes même de Manuel Valls, des départements, nous serions amenés à prendre nos distances dans des domaines où nous continuons d'être le trésorier de l'État dans des attributions qui ne sont pas les nôtres. Particules fines, dioxyde d'azote, voilà le cocktail toxique que respirent les habitants de Passy, une petite ville de 11 000 habitants. Ici, 45 jours par an, les seuils de dangerosité sont dépassés. Depuis des mois, des médecins comme Cécile Buvry alertent régulièrement les pouvoirs publics. On sait qu'il y a une augmentation des maladies cardiovasculaires par l'exposition chronique aux particules notamment. On sait qu'il y a plus de maladies respiratoires qu'ailleurs, notamment de l'asthme et notamment de l'asthme chez les enfants. Sur Twitter, chacun a son hashtag de campagne. Nous, c'est la région pour Jean-Jacques Kérane. Nouveau souffle pour Laurent Wauquiez. Le président de la région entend montrer qu'il ne cumule pas les mandats et se consacre 100% à la région. Alors en réponse, le maire du Puy-en-Velay assure qu'en 2017, en cas de victoire de la droite, il n'acceptera pas de poste ministériel. Je peux vous dire que si je n'avais pas ces étrangers dans mon entreprise, il me serait impossible de les remplacer par des travailleurs de cette région. Alors que faire? Est-ce que je dois refuser des contrats, des commandes? Donc il faut bien le dire, si mon entreprise veut gagner de l'argent, j'ai besoin de ces étrangers.
Merci de votre fidélité. On arrive à la fin de cette émission. Je vous retrouve bien sûr avec plaisir lundi pour une nouvelle semaine. On va plus loin, des grands débats et des entretiens. Rendez-vous 22h, 23h30. À noter demain, l'invité de l'émission Territoire d'Info, c'est l'ex-premier ministre Édith Cresson. Quant à moi, je vous retrouve donc lundi avec grand plaisir. Belle et douce soirée en notre compagnie.